Dans le contexte donc de ces conférences qui posent en leur cœur la question de l'habitabilité, je vais essayer de vous partager aujourd'hui des chemins et une traversée à travers des expérimentations qui tentent de travailler cette question de l'habitabilité avec les moyens du design, mais les moyens du design élargis ou à la croisée avec d'autres champs, notamment les sciences sociales et le droit. Donc, à ce titre, cette conférence et ces échanges sont tant exploratoires pour vous que pour moi, et j'espère amèneront de nombreuses questions. J'aurais pu intituler cette conférence Habitabilité, droit et création. Donc, comme je vous le disais, l'enjeu d'articuler un rapport à nos milieux avec les moyens que nous avons en tant que designers pour revisiter ces relations au milieu. Et à ce titre, donc, j'essaierai de faire une présentation en 4 moments. Un premier moment qui essaye de réfléchir à la manière dont nous, designers, architectes et plus largement société, nous nous donnons les moyens de lire, comprendre et se mettre en relation avec nos milieux de vie. Donc, c'est une première partie qui s'intitule Décrire nos environnements. Ensuite, je vous raconterai comment, à partir de ces méthodes, j'ai tenté de regarder un peu différemment les milieux qui m'entourent, hein, avec en ligne de mire et comme filtre la question du droit, une question héritée de la culture des communs que j'ai rencontrée en 2010 et j'y reviendrai. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, j'essaierai de mettre en perspective ce cheminement dans les communs et dans les questions de droit, avec le moment particulier que nous vivons politiquement, géopolitiquement, et les formes d'atteinte aux droits auxquelles nous devons faire face. Ainsi, mis en perspective ces 10 années, il y a ici presque une proposition manifeste de ne pas renoncer aux droits et d'en revisiter les fondements. Et enfin, je vous proposerai une réflexion sur la manière dont nous, designers, architectes, nous pouvons nous saisir de la question du droit et des droits à travers des exemples de projets ou de démarches auxquels je contribue et qui tentent de mobiliser dans des terrains des formes de design et d'architecture qui sont autant de réactivation de droits ou de communautés potentielles où la question du droit est au cœur. Avant toute chose, je me permets peut-être de me présenter en quelques mots et quelques images. Alors moi, j'ai une quarantaine d'années, même un peu plus. J'ai un parcours dans le champ de l'architecture. J'ai étudié le design d'espace au, à l'ENSAMA, donc à Olivier de Serres à Paris. Par la suite, j'ai commencé un parcours en architecture qui s'est très vite transformé en une expérience professionnelle dans des agences d'architecture où, grâce à des équipes formidables et notamment un collectif qui s'appelait AWP à Paris, on réfléchissait sur des dimensions de l'architecture plus exploratoires, par exemple la question de la mobilité nocturne, peut-être une question qui vous rappelle la précédente conférence sur la mobilité, la question de la relation entre recherche, expérimentation et mode de vie. Et dans les années 2010, les manières de travailler des architectes étaient, comme dans tous les champs, bouleversées par l'arrivée du web, l'arrivée des pratiques collaboratives. Et à ce titre, dans mes compétences d'architecte et de graphiste, venaient aussi s'adjoindre d'autres compétences, comment on partage de la connaissance, comment on travaille sur des réseaux de recherche où on archive, on documente cette connaissance et on travaille en collaboration. Et donc très vite, moi je me suis reformée au web en me disant que je pouvais pas toujours bricoler et qu'il fallait il fallait plus sérieusement prendre la question du numérique et des écritures numériques à bras le corps pour porter un regard aussi sur la question de l'habiter dans toutes ses dimensions et dans toutes ses strates. Ainsi, donc j'ai continué en architecture en travaillant sur la question de la place du numérique dans nos formes d'habiter et j'ai participé à beaucoup de collectifs, et notamment aux travaux d'un collectif qui s'appelle Compost, qui réfléchissait sur la manière dont, par des formes collaboratives, des formes médiatiques collaboratives, on pouvait travailler la mise en débat dans les espaces publics.
avec ce collectif d'artistes et de philosophes Compost, on a organisé beaucoup d'expérimentations qu'on appelait des fabriques du commun, qui étaient des moments de mise en débat public avec un principe de table de conversation où les gens venaient débattre d'un sujet et venaient par la suite travailler à des croisements entre les tables. Donc, il y avait ici déjà l'enjeu il y avait un peu l'enjeu d'expérimenter des formes de collaboration numérique qui constituaient des prolongements avec nos espaces publics physiques. J'ai aussi beaucoup travaillé à l'époque sur des dispositifs numériques situés, notamment des dispositifs mobiles qui permettaient de distribuer du savoir uniquement quand on est en situation de terrain. Donc avec le collectif Orb, on a beaucoup travaillé ces dispositifs expérimentaux qui rejouaient in situ la question de la collaboration et la question de la présence des savoirs dans des territoires. Donc là, vous avez quelques images voilà, je travaille avec Compost. Par la suite, j'ai continué mon chemin et les questions politiques étaient pour moi de plus en plus prégnantes. Je me suis engagée dans un travail de recherche en design et j'ai rejoint en 2017 la Cité du Design de Saint-Étienne dans un laboratoire dédié à traiter la question des représentations démocratiques dans l'espace public. Ce programme s'appelait Design des instances. Il était coordonné avec le directeur de la recherche de la Cité du Design, Olivier Péricot. Et ce programme de recherche a permis de mettre en place un certain nombre d'expérimentations avec des collectifs du territoire, et notamment des tiers-lieux, dans le cadre de questionnements sur les transformations de la société. En 2017 se tient une édition de la Biennale qui porte sur la thématique du travail et des transformations du travail à l'ère du numérique, évidemment, à l'ère aussi des transformations d'une société post-industrielle dont Saint-Étienne est un témoin important. Et dans le contexte de cette biennale, je suis commissaire avec une centaine d'autres habitants, habitantes du territoire d'une exposition qu'on intitule L'expérience tiers-lieu for the World. C'est l'idée d'un pari, c'est l'idée que quand on est designer, pour comprendre ce qui se joue dans les transformations de nos modes de vie, il s'agit d'aller au cœur de ces transformations et donc de travailler au plus proche de celles et ceux qui les vivent et qui créent des alternatives. Ainsi, l'expérience tiers-lieu, c'est l'histoire d'une centaine de personnes qui ont bifurqué dans leur vie, qui ont décidé que les formes traditionnelles de travail ne leur convenaient plus et qui décident de faire société et faire travail autrement en se réunissant dans des lieux alternatifs, des lieux souvent gérés avec des formes de gouvernance singulière avec des principes de réciprocité. Et For the World, c'est donc la mise en espace dans la Biennale de design de Saint-Étienne d'une sorte de tiers-lieu pendant un mois où ces personnes vont débattre, vont réfléchir au mode de travail et vont montrer en quoi les technologies transforment aussi les manières de travailler. Vous avez à l'écran l'image du super concierge, Johan Duriot qui était co-commissaire également et qui mettait en avant l'idée du soin, l'idée de l'attention dans ces tiers-lieux qui demandent des formes d'organisation et de réciprocité singulières. On avait décidé de se poser la question de ce que les techniques font à nos modes d'organisation et on avait choisi dans ce commissariat de mettre à nu un certain nombre de dispositifs sociotechniques pour les explorer, en comprendre les tenants et les aboutissants. Ici à l'écran, vous avez un prototype d'un projet qui s'appelle DAISY, qui est une réflexion sur la question de la gouvernance de l'énergie et la manière dont
on pourrait, en tant qu'habitant, reprendre la main sur la gouvernance de cette énergie en ne passant plus par un tiers qui est, en l'occurrence, un fournisseur en l'entreprise EDF, mais en travaillant par la blockchain, donc une technologie à l'époque émergente et qui permettait de ne pas passer par des tiers de confiance, de réfléchir à une gouvernance et un pilotage distribué de l'énergie. Je reviendrai sur ces enjeux. En 2025, j'ai l'occasion de à nouveau proposer un commissariat dans le contexte de la biennale qui porte cette fois sur la question des ressources présagées demain. Peut-être vous avez vu, certaines ou certains d'entre vous, la biennale. Donc, ressources présagées demain, la ressource évidemment un enjeu fort dans un moment de fort extractivisme et de prise de conscience des limites planétaires, comme nous le rappelle la littérature récente et notamment l'ouvrage de Camille Bosquet, par exemple. Et donc, face à cette question des limites planétaires, comment adresser un nouveau rapport à cette question des ressources, hein, c'était la proposition qui nous était faite en tant que commissaire. Et donc, j'y ai proposé un regard sur la question des communs, sur laquelle à propos de laquelle on va parler aujourd'hui. Quelques images de cette biennale. Ensuite, au-delà de ces activités de commissariat, euh, pour aller au plus proche des terrains, je me suis constituée en collectif avec d'autres personnes. Vous avez ici à l'image le collectif La Coopérative des Milieux, qui est un collectif de personnes qui se sont rencontrées dans ces mêmes lieux stéphanois et lyonnais lors de la Biennale 2017, et avec qui nous continuons à travailler sur la question de l'action publique collective, à savoir comment, en tant que société civile, au-delà des institutions et des politiques publiques déjà là, nous pouvons adjoindre des formes de créativité et d'inventivité pour répondre à des besoins essentiels. On travaille aujourd'hui essentiellement sur la question de l'énergie. J'y reviendrai également aujourd'hui. Et à ce titre, donc, je vous parlerai d'un ouvrage que nous avons fait paraître l'année dernière, enfin, avant les vacances, en avril 2025, sur la question de la démocratie énergétique, ouvrage édité aux éditions du Commun, qui est un acteur important dans le champ de l'édition, qui traite des formes d'éducation populaire. Et enfin, pour finir ce panorama rapide de présentation, je suis aussi enseignante et ça, c'est une activité extrêmement importante parce que travailler avec vous, c'est la manière de rester le plus en prise sur les transformations qui nous traversent. Donc, je suis enseignante à l'ESSAD Orléans et je travaille à enseigner ce qu'on appelle le design des communs, c'est-à-dire une approche du design ancrée dans les transformations contemporaines. Et je travaille aussi au sein d'un programme de recherche qui s'intitule Object Graph Computation, qui vise à appréhender la question des techniques de manière non linéaire et à se réinterroger sur la manière dont des techniques anciennes, vernaculaires en design, peuvent rencontrer des pratiques plus contemporaines liées à la computation notamment. On travaille beaucoup à réinterroger des objets qui sont des objets à forte symbolique du point de vue civilisationnel. On a notamment travaillé sur la question de la mort et des rituels funéraires en se demandant si nos manières de nos rapports à la mort d'une part et nos manières de les incarner dans des rituels et des sépultures pouvait être une question qui pouvait être revisitée au regard de cette question des limites planétaires. Ainsi, on a envisagé tout un système funéraire qui nous permet de nous relier davantage au terrestre et à accepter notre condition terrestre à travers un retour à la Terre. Donc, en concevant une urne funéraire sous forme d'Oya comme
comme un réceptacle pour les cendres qui vont pouvoir ensuite s'échapper dans la terre et donner vie à des forêts collectives. Donc voilà, vous avez quelques images ici de ce prototype d'urne funéraire qui était également exposé à Saint-Étienne lors de la Biennale dans l'exposition ADEREC sur la recherche. Voilà, donc quelques petits paysages rapides de mes activités. Donc, vous l'avez compris, un peu de recherche, beaucoup d'enseignements avec vous, et puis une exploration dans les territoires avec quelques complices de manière pluridisciplinaire au travers la coopérative des milieux. Et donc, puisque depuis des années, j'enseigne et je réfléchis avec vous, étudiantes et étudiants, à nos manières de comprendre et de décrire nos environnements, je voudrais m'attarder un petit peu sur cette question pour commencer. En vous présentant quelques approches que j'ai gardées en tête et qui me semblent intéressantes pour regarder autrement les univers que nous croyons connaître et que nous pouvons regarder avec d'autres lunettes. Ici à l'écran, peut-être vous connaissez cette personne. C'est Benjamin Bratton. C'est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le Stack. Benjamin Bratton, c'est un philosophe contemporain qui se pose la question de l'impact des mondes numériques et de la computation sur nos modes de vie. Benjamin Bratton, dans son ouvrage The Stack, propose, pour mieux comprendre les interactions et les entrelacements et les interdépendances entre tous nos systèmes socio-techniques, propose de regarder la ville en la découpant en strates, de la terre, en passant par le cloud, en passant par toutes les strates qui composent nos systèmes numériques. De la même manière, le designer Olivier Perricot, dont j'ai déjà parlé en introduction, donc, qui a été longtemps directeur de la recherche à la Cité du Design, propose dans ses méthodes d'enquête et d'analyse une lecture de, une lecture de nos environnements par strates. Olivier Perricot a l'habitude de collecter des images d'environnement de notre quotidien, un garage, une cuisine, et propose de relier les objets entre eux en identifiant des manières de les classer par typologie. Ainsi, par exemple, si vous regardez l'ensemble des objets d'une même pièce en interrogeant uniquement la question de la durée de vie, ou la question de la résistance des matériaux, ou la question de leur composition chimique, ou encore la question de leur dépense énergétique, vous allez créer des ensembles d'objets et ainsi sortir d'un rapport à l'objet en tant que designer qui est un rapport fermé à une compréhension plus systémique des environnements. De la même manière, et dans les pas de ces chercheurs, les philosophes et artistes Mathieu Raffaire et Mathilde Roussel ont décidé d'appréhender les objets techniques en les démontant. Ils travaillent notamment sur deux objets très charismatiques et très symptomatiques d'une société où nos objets sont de plus en plus fermés, de plus en plus opaques. Ces deux objets, ce sont l'imprimante et la trottinette électrique. Et donc, à travers leurs travaux tout récents, hein, là, l'ouvrage que vous voyez à l'écran à contre-emploi, c'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines, euh, traduisent leur exploration et leur rapport d'enquête en vue de comprendre et de se ressaisir de ces deux objets emblématiques pour finalement produire un manifeste qui est une forme de manifeste de la réappropriation technique qui propose une typologie de gestes, démonter, extraire, écrire du code pour se réapproprier les systèmes techniques et davantage avoir prise dessus. Enfin, pour parler de ces méthodes d'enquête et d'observation, on ne peut s'empêcher de citer l'anthropologue des sciences Nicolas Nova. Nicolas Nova qui, à la manière de Georges Perec, a décidé dans ses travaux de se ressaisir de la question de l'observation et a édité ce petit ouvrage qui est aussi une sorte de manifeste d'invitation à observer les environnements autour de nous à travers des certain nombre de méthodes qui sont expliquées dans cet ouvrage.
lui-même a investigué un certain nombre d'objets techniques et en vue de leur réparabilité. Cet ouvrage, Dr Smartphone, raconte la manière dont des ritualités se mettent en place à travers notre rapport aux objets smartphones. Et dans cet ouvrage, il raconte la manière dont les réparateurs de smartphones opèrent euh, avec ces objets techniques et développe aussi un certain nombre de compétences spécifiques à la pratique du réparateur. Et enfin, pour conclure, vous avez peut-être été attentif à cet ouvrage, Le soin des choses de Jérôme Denis et David Ponty, qui, de la même manière, nous invite à regarder nos environnements différemment et notamment alors que nous, designers, architectes, nous sommes plutôt formés pour construire, concevoir. Le soin des choses est un appel à reconsidérer les gestes de maintenance et les gestes de soins, les gestes qui traduisent des formes de continuité comme partie intégrante de notre mission et de nos responsabilités. Et ainsi changer aussi le statut et la compréhension à l'égard de celles et ceux qui réparent et qui prennent soin de la même manière que Nicolas Nova le faisait avec les réparateurs de smartphones. Voilà donc quelques exemples de designers donc, ou de sociologues qui m'ont inspiré dans cette approche analytique de nos environnements et qui, par les publications que je vous ai montrées, nous inspirent et nous offrent des formes de méthodes pour appréhender ces univers différemment. Dans mes propres travaux, moi, j'ai été amenée à réfléchir à des grandes questions, comme je l'ai montré en introduction, le travail, la santé, et en comprendre les enjeux, mais aussi les environnements qu'ils sous-tendent et qui opèrent sur ces grandes questions. Souvent, l'enjeu, c'est d'identifier des leviers pour prendre prise sur ces problématiques. Dans mes propres observations des environnements et des milieux, une chose m'a obsédée, un peu comme à la manière d'Olivier Péricot et de ses strates. Moi, il y a une strate qui m'a particulièrement intéressée. C'est ce que j'appellerais les modes de présence du droit. Qu'est-ce que j'appelle mode de présence du droit? À ce stade, je dirais simplement que c'est une manière dont le droit fait saillance dans notre société au quotidien à travers différentes formes d'expression dans les objets, dans les ritualités qui les entourent. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi cet intérêt pour les modes de présence du droit? Précisément parce que quand je commence à pratiquer le design, au même moment, émerge dans la société, ici en France, mais plus largement en Europe, un regain d'intérêt pour l'idée des communs. Au même moment que les politiques publiques sont remises en cause, au même moment que les politiques publiques semblent affaiblies parce que souvent déléguées au marché et du coup remises en cause dans leur efficacité. Donc ce mouvement des communs, en 2010, il émerge et il fait beaucoup de bruit comme un espoir de pouvoir réactiver des formes d'action publique qui répondent à la question des besoins, non pas par le marché, du coup par des produits, mais qui répondent à la question des besoins de la société par les droits. C'est d'ailleurs le principe du service public. Dans les années 2010, donc alors que le service public est défaillant du fait de logiques de marchandisation ou de financiarisation, renaît et recommence cette histoire des communs qui n'est pourtant pas une histoire nouvelle. Hein. On a connu en Europe des logiques de communs au Moyen Âge notamment, mais tout ça, s'était un peu effacé avec les deux révolutions industrielles et agricoles pour mettre en avant les logiques de propriété privée comme système prédominant dans nos sociétés et donc mettant un peu en retrait ces logiques de commun et donc ces logiques d'articulation et de réponse aux besoins par les droits.
Ce retour des communs dans les années 2010, il est notamment amplifié par un prix Nobel, le prix Nobel d'Elinor Ostrom, que vous voyez à l'écran. Elinor Ostrom, c'est une politologue. Elle va étudier notamment des pêcheries et elle va, dans ses travaux de recherche, euh, démontrer que les thèses avec lesquelles nous vivons depuis plusieurs centaines d'années, et notamment l'idée que la propriété privée exclusive serait le seul modèle capable de préserver les ressources et de préserver nos environnements. Et Nordstrom démontre le contraire en disant que les communs, en tant que système de gestion des ressources, sont une approche intéressante et en capacité de permettre cette préservation. Donc, Elinor Ostrom, elle publie quelques années auparavant un ouvrage majeur qui s'appelle Governing the Commons. Et donc, elle va recevoir en 2009 ce prix Nobel d'économie qui va relancer réellement un intérêt dans le champ scientifique pour la question des communs. À l'écran, je vous ai mis également la figure dont elle vient contre-argumenter le propos. Donc Garrett Hardin qui lui avait théorisé en 68 le principe de tragédie des communs, hein, l'idée donc que l'homme en tant qu'individu, cherche toujours l'optimisation et donc cherchera toujours à extraire le maximum de ressources. Et donc, pour empêcher cette approche, cette démarche extractiviste de l'homme, Hardin considère que le seul recours, le seul moyen possible pour préserver les ressources, c'est donc cette propriété privée. Et donc, c'est bien ce concept de tragédie des communs que Elinor Ostrom va venir contredire. Et puis, au-delà de ces travaux universitaires, dans les faits, il y a en Europe des mouvements importants qui donnent de la légitimité à cette question des communs. Et notamment en Italie, vous avez à peu près à la même époque un grand scandale sur la question de la gestion de l'eau à l'échelle nationale et la mise en place d'un référendum par le gouvernement Rodota sur la question de la remise en gestion publique de l'eau. À cette époque-là, il y a même l'idée de proposer une gouvernance de l'eau par les communs. Et donc, se met en place tout un travail institutionnel, constitutionnel en Italie. Et ce travail va porter ses fruits, même si le référendum ne va pas aller à son terme. Néanmoins, ce moment de réflexion sur la question de l'eau va transformer réellement les institutions en Italie, puisque à partir de là, va être inscrit dans la constitution italienne la notion de subsidiarité horizontale. Le principe de subsidiarité horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs qui sont les plus concernés, les plus proches de la ressource, sont plus à même d'en prendre soin et du coup de la gérer. Et donc à partir du moment où ce principe de subsidiarité horizontale, il est inscrit dans la Constitution, ça permet à l'Italie d'expérimenter des formes de délégation de la prise de soin d'un certain nombre de ressources à des collectifs plus proches de ces ressources et notamment à l'échelle municipale. Et donc l'Italie, une fois sa constitution transformée, va voir ces villes expérimenter des formats. Je vous ai mis ici à l'écran le règlement pour les chartes des communs urbains à Bologne. C'est un modèle de contrat entre des villes et des habitants où les habitants ont la responsabilité de la gestion de biens. Alors ça s'est beaucoup appliqué notamment pour des lieux et des espaces. Et puis on a vu d'autres formes se développer. On a vu aussi le pacte d'usage civique
notamment à Naples. Et c'est intéressant de regarder l'ensemble de ces tentatives de délégation de la prise en charge de nos ressources et de nos biens aux citoyens par ces diverses formes juridiques, puisque ces diverses formes juridiques racontent aussi des rapports différents à l'État et au pouvoir. Par exemple, le principe de charte et de règlement qui a été mis en place à Bologne était un principe vraiment de délégation plutôt descendant, alors que ce qui s'est passé à Naples, notamment avec ce qu'on appelle le pacte d'usage civique, était une approche beaucoup plus instituante, hein, qui venait par le bas. Et donc, ainsi, avec ces exemples, on pu s'expérimenter dans les années 2010 ces nouvelles formes institutionnelles qui permettaient finalement de mettre en place de petites situations de commun et donc de faire de l'Italie un des pays novateurs dans cette question de la création institutionnelle et de la réflexion sur la démocratisation de l'action publique et de son renforcement par l'intégration des citoyens pleinement dans des formes de gouvernance partagée. Évidemment, l'exemple italien, il ne va pas nous laisser indifférents en France. Et quelques années plus tard, on va beaucoup s'intéresser à la manière dont on peut finalement travailler comme en Italie, c'est-à-dire reprendre avec notre droit à nous cette idée de subsidiarité horizontale pour pouvoir confier aux citoyens de manière plus démocratique la question de la gestion des ressources. Et donc là, vous avez à l'écran un numéro de la revue Horizon Public, qui est une revue spécialisée dans la question des politiques publiques, qui avait à l'époque, je ne sais plus quelle est la date de ce numéro, mais il y a quelques années, avait proposé une approche des partenariats publics communs, c'est-à-dire d'une alliance entre des systèmes de gestion et de gouvernance par l'État avec des formes de délégation comme ça ou d'activation de communs ensemble. Mais alors, quand je parle de commun, de quoi je parle finalement euh, ça vaut peut-être le coup de s'y attarder quelques moments. Alors, comme je vous le disais, depuis le prix Nobel d'Ostrom et depuis son travail scientifique, la question des communs, elle a largement été reprise dans le champ universitaire et elle a permis de déclencher des travaux dans tous les champs académiques, en économie, en droit et dans bien d'autres disciplines. Et donc, à ce titre, ce qui fait la singularité de cette question des communs, c'est d'abord sa dimension très pluridisciplinaire. Ensuite, pour comprendre de quoi on parle, on peut s'appuyer sur la définition d'Elinor Ostrom. Suite à ce prix Nobel de 2009, Elinor Ostrom traduit les communs comme l'idée d'un triptyque, une ressource qui serait prise en charge par une communauté, donc un groupe d'habitants, avec un système de gouvernance partagée. Donc, les communs, à partir de Strom, c'est trois choses. La gouvernance d'une ressource par une communauté. Ostrom, elle vient aussi étayer cette définition à partir de ses travaux en définissant 8 grands principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux permettent de décrire de manière précise de quoi on parle quand on parle des communs. Des communs, donc, sont des ressources qui sont nettement définies et périmétrées, avec des règles qui peuvent être revisitées, rediscutées par la communauté, un ensemble de sanctions effectives et qui peuvent être rapidement mises en œuvre. Et puis surtout, je retiens de ces 8 critères peut-être un critère qui est important, qui est l'idée d'autodétermination, c'est-à-dire il n'est de commun que si il y a reconnaissance par les institutions extérieures et notamment par les institutions publiques de cette entité comme étant habilitée à gérer la ressource. Donc, l'exemple de l'Italie nous éclaire assez bien sur cette idée d'autodétermination. En Italie, ça fonctionne parce qu'il y a une contractualisation avec la ville qui reconnaît le groupe de citoyens comme une communauté habilitée à prendre soin de la ressource.
Ce qui est aussi très important, et je reviens progressivement sur mon sujet de départ. Je vous disais au départ, moi, ce qui m'a intéressé dans nos milieux et dans nos environnements, c'est les modes de présence du droit et la question du droit. Bah, cette question du droit, elle va être fortement révélée et réactivée par cette notion de commun, puisque ce qui est très singulier et un peu révolutionnaire dans l'approche d'Ostrom, c'est de dire sortons de l'idée d'une propriété privée exclusive et réfléchissons à la manière dont on peut prendre soin de nos ressources et de nos milieux en distribuant les droits et les obligations. Ainsi, Elinor Ostrom parle du faisceau de droits, c'est-à-dire l'idée que l'on va distribuer les droits d'accès, droits de prélèvement, mais aussi les droits de gestion, d'exclusion et d'aliénation, à savoir qui décide de qui a accès, qui décide de qui prélève. Et ainsi, on va commencer à pluraliser les formes de gestion de ces ressources et sortir du modèle de propriété exclusive que l'on connaît majoritairement en Europe et en France et dont on a du mal à sortir. Donc ça, c'est la définition d'Ostrom, donc ce triptyque communauté, ressources, gouvernance, avec cette idée du faisceau de droit. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, la notion de commun, elle va beaucoup se développer et être travaillée dans le champ universitaire. Et en fait, on va rapidement dépasser la définition d'Elinor Ostrom, qui va aussi trouver ses limites. Et notamment, je voulais vous citer là quelques modes de réappropriation de cette notion de commun dans d'autres perspectives. On peut citer donc à ce titre et à peu près au même moment les travaux des sociologues et philosophes Pierre Dardot et Christian Laval qui sortent cet ouvrage commun en 2012, je crois, et qui mettent en avant l'idée que le commun, c'est avant tout un mode d'agir politique, donc c'est un principe politique vers lequel nous convergeons. Donc leur approche porte moins sur la question des ressources et de la gestion que sur la question d'un devenir politique collectif. Ces deux approches, celle d'Ostrom et celle de Dardot et Laval, elles vont converger au travers le travail d'un autre économiste qui s'appelle Hervé Delfavar, dont vous voyez le portrait ici à l'écran. Hervé Delfavar, qui va assez vite proposer une nouvelle notion en l'idée de communs sociaux. Et donc, dans l'idée de communs sociaux, il y a à la fois l'idée d'une gouvernance collective à la Ostrom, mais l'idée aussi d'un agir politique. Et donc, il pose cette définition. La notion de communs sociaux intègre à la fois les communs et le commun, supposant la mise en commun des ressources sociales telles que la santé, l'emploi ou la culture dans une approche à la fois micro et macro-institutionnelle, permettant d'entrevoir la possibilité d'une alternative à la société libérale dont je parlais au début. Donc finalement, la notion de commun, elle va s'enrichir, elle va s'épaissir au fur et à mesure des années et elle va aussi se réarticuler avec la notion de service public et cette approche par les droits dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, pour finir, quelques exemples encore. Cette notion de commun, elle va ensuite être regardée par différents prismes. Peut-être certaines ou certains d'entre vous sont particulièrement sensibles à des questions féministes ou des questions écologistes et donc ou à toute autre approche. Et donc ces différentes approches issues des cultural studies, elles vont aussi venir nourrir la réflexion sur les communs. Ici à l'écran, vous avez une personne qui s'appelle Geneviève Fontaine, qui est une personne qui va beaucoup s'intéresser à la notion des capacités. Les capacités à partir du théoricien Amartya Sen. Donc les capacités, c'est l'idée de travailler à la transformation des personnes à partir de leurs compétences réelles dans un environnement social. Et donc, Geneviève Fontaine va regarder la question des communs par le prisme des capacités et va être assez insatisfaite, pardon,
des 8 critères d'Ostrom qui lui paraissent bien insuffisants, et elle va rajouter dans son travail des critères complémentaires qui vont mettre en avant la question de la transformation individuelle des personnes à travers le corps social, voilà, au prisme des capacités. D'autres approches encore qui vont un petit peu bouleverser la notion, c'est l'approche des 2 personnes que vous avez à l'écran, David Bollier et Silke Helfrich, qui vont critiquer l'approche finalement très extractiviste selon eux d'Elinor Ostrom, qui finalement considère que les communs, c'est toujours l'idée d'aller extraire de la ressource et de la gérer, donc une approche un peu gestionnaire. Et donc eux vont s'intéresser à un déplacement et vont proposer un déplacement en faisant le pari que les communs, c'est moins une question de gestion qu'une question de relation. Et ils vont d'ailleurs proposer le terme de commoning, l'idée d'un terme qui serait un terme performatif, hein, quelque chose un processus, quelque chose qui s'active en permanence et qui doit se régénérer. Donc pour eux, les communs, c'est avant tout un processus relationnel de soins vis-à-vis des personnes. Et donc ils vont proposer que ce terme commoning soit plus facilement mobilisé pour énoncer et mettre en avant ce processus transformatif. Quelques réflexions encore qui vont nourrir cette question des communs et j'en aurai fini. À l'image ici, vous avez une militante écologiste des années 90 qui s'appelle Maria Miss. Maria Miss, c'est une personne qui va théoriser à partir de la question des déchets l'idée de commun négatif. Je crois que c'est une notion que vous allez rencontrer dans la conférence suivante et qui sera largement étayée et réactualisée au prisme de nos enjeux contemporains. Mais dans les années 90, Maria Miss propose de regarder en contre-champ de l'idée de commun les déchets ou l'ensemble des choses que nous produisons et que nous ne prenons pas en charge comme des communs au même titre que ceux que nous voulons protéger, préserver ou faire grandir. Et donc, en mobilisant cette notion de commun négatif, il y a l'idée de pointer l'attention sur l'ensemble de ces héritages. Et ça, je m'avance un peu vers la définition que pourrait en donner Alexandre Monin, mais vers ces héritages négatifs qui peuvent être matériels ou immatériels et qu'il convient de prendre en charge pour vraiment penser avec plus de radicalité cette question des communs. Et enfin, peut-être une dernière notion, un dernier prisme qui est venu enrichir la question des communs, c'est cette critique finalement d'une approche qui serait une approche anthropocentrée ou portée sur un humanisme qui mettrait l'homme et la femme au centre de tout. Et donc, sont venus s'articuler à cette notion de commun, plusieurs propositions autour de l'idée de commun multispécifique ou commun terrestre. Sophie Gosselin, notamment, on a beaucoup parlé dans ses travaux en philosophie. Et donc, cette notion-là vient faire la proposition que les communs, peut-être, concernent l'ensemble des entités vivantes au même titre et au même niveau. Alors maintenant que j'ai balayé un peu cette notion et j'espère qu'elle vous paraît peut-être plus claire, en synthèse, hein, donc les communs, comme je disais au début, sont venus comme une notion qui venait réinterroger la question de l'action publique en, en se posant la question de savoir comment cette action publique, cette question de l'activation des droits et des responsabilités pour travailler nos sociétés, comment elles pouvaient être davantage démocratisées, distribuées et repensées de manière plus horizontale. Donc ça, c'est les bouleversements des années 2000-2010 avec ces réflexions que j'ai présentées qui venaient à réactualiser un peu la notion. Ce que nous raconte plus largement cette question des communs,
c'est finalement l'idée que notre droit est assez pauvre en termes d'inventivité pour imaginer des formes collectives qui prennent soin de l'habilité terrestre. Pauvre parce que réduite à à la modalité de la propriété exclusive hein, qui est présente qui est même fondatrice dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est omniprésente dans le Code civil. On a très peu de traces, en fait, d'un droit des communs qui permettent à des formes d'organisation alternatives de se mettre en place pour travailler à des formes de protection de l'habitabilité du monde. Et donc ça, si on fait un retour historique, c'est intéressant de se rendre compte que pourtant, ce droit des communs, il n'a pas toujours été, enfin, il a été plus présent à certaines époques. Hein. Si on remonte à l'Antiquité, on se rendra compte qu'il y avait une beaucoup plus grande variété de biens dans le droit. On parlait à l'époque de biens publics, de biens privés, comme aujourd'hui, mais on parlait aussi de biens communs et de res nullius, d'ailleurs des choses qui n'appartenaient à personne, mais qui pouvaient être appropriées. Et, euh, et donc, il y avait une plus grande variété dans le droit, et cette variété, elle a existé jusqu'au Moyen Âge. Et ce dont témoignent les juristes aujourd'hui, et notamment c'est Serge Goutsuyk, hein, qui est un chercheur en droit belge, c'est la disparition de toute possibilité de commun, puisqu'il n'y a plus de traces ou plus de fondements dans le droit pour les faire exister. Et donc, le travail qui appelle celles et ceux qui se sont intéressés au commun dans les années 2010, c'est peut-être se mettre en capacité de recréer les conditions d'une pluralité juridique qui permettent plus facilement d'activer des formes de gouvernance collective ou d'action collective plus horizontales et plus distribuées. Donc, s'intéressant à cette question de la résurgence des communs dans le droit, on a été s'intéresser à toute une littérature. Hein. Le juriste Étienne Leroy, notamment, qui s'est beaucoup intéressé au mode de gouvernance en Afrique relate en fait d'une situation occidentale qui est très particulière, hein, puisque si on regarde à l'échelle du globe, les communs sont beaucoup plus présents dans des systèmes non occidentaux. Donc c'est ce dont témoignent par exemple les travaux d'Étienne Leroy. Et puis en Occident, on se rend compte aussi que finalement, s'il y a peu de possibilités de créer du commun parce que le droit ne le permet pas, et ben néanmoins, il y a un travail important fait au quotidien par vous et moi, par la société civile, finalement de hack, de détournement, de bricolage du droit. Et c'est ça auquel moi je me suis intéressée euh, dans ces années-là, en me disant finalement, ben, si je reprends la question de ma lunette hein, sur les environnements extérieurs, certains regarderont dans les objets, dans les environnements, la question énergétique, d'autres regarderont d'autres dimensions. Moi, je me suis intéressée à toutes ces formes de droit ou de bricolage juridique qui permettaient à nos environnements euh, de performer, quoi. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec un collectif qui s'appelle Remix the Commons, à collecter des modes de présence du droit ou de bricolage du droit. Et on a notamment travaillé sur un atlas qui s'appelle l'Atlas des chartes des communs urbains, où on a répertorié toutes les pratiques qui étaient mises en œuvre par des collectifs, dans des associations, dans des lieux, qui étaient des formes de travail du droit à partir du droit existant, donc c'est plutôt basé sur la propriété privée et qui permettait des formes de détournement. Là, à l'écran, vous avez un exemple de détournement du droit à travers un principe de propriété d'usage. Je vais peut-être pas rentrer en détail là, mais l'idée de la propriété d'usage, c'est de se dire dans le domaine du foncier, comment
on permet à un lieu collectif géré en commun de rester dans le commun et ne pas être accaparé par un propriétaire privé. Et donc, la propriété d'usage, elle s'incarne, elle se met en place euh, par des formes d'organisation coopératives et des montages avec des associations notamment qui permettent de préserver, qui se portent garantes que le bien reste dans le commun avec des communautés d'usagers autour. Le collectif Remix Commons s'est beaucoup intéressé à cette question des modes de présence du droit et des bricolages du droit euh, dans des lieux et des espaces, et puis de plus en plus des acteurs issus du champ des politiques publiques, et notamment la 27e région, que vous connaissez peut-être, qui est un des acteurs importants dans le champ du design à s'être intéressé à la question des politiques publiques. Donc, la 27e région a notamment travaillé un ensemble d'enquêtes qui ont été restituées dans un rapport qui s'appelle Juristes embarqués, et qui étaient des enquêtes où des juristes étaient embarqués dans des lieux pour aller comprendre les modes d'organisation dans le droit de ces espaces, avec ces formes de gouvernance. Et le juriste donc rendait compte des modes d'organisation en présence, des hacks ou des bricolages ou des modalités qui étaient mises en place dans chaque lieu. Et donc, ils ont tiré ce rapport qui est une forme de restitution en fait de l'inventivité citoyenne à mobiliser le droit de manière singulière pour permettre des situations de commun dans un certain nombre d'espaces. Et donc un dernier travail auquel auquel j'ai contribué d'une certaine manière, puisque c'est un travail d'une étudiante de l'ENSI qui s'appelle Bertil Sionneau, qui pour moi est un travail réellement emblématique, enfin, qui a été assez loin, assez au bout dans cette idée de se dire en tant que designer, je vais investiguer un certain nombre de terrains et je vais enquêter sur les modes de présence du droit. Donc Bertil Sionneau a réalisé ce mémoire à l'ENSI qui s'appelle Chimère juridique, enquête sur la plasticité du droit. Et donc elle a été étudier une vingtaine de cas, de situations, de collectifs où se jouait la question des communs et où se jouait la question du droit. Et elle a cartographié l'ensemble de ces expériences et ces terrains d'observation sur une carte en essayant de rendre compte de deux polarités. La question du rapport institutionnel de ces collectifs, est-ce que le droit, ça leur sert à être plus autonome ou est-ce que c'est un droit qui s'articule davantage avec les politiques publiques en présence? Donc, sur un axe, la question de l'autonomie, de l'autogestion finalement de ces collectifs, et sur un autre axe, la question du degré de créativité juridique. Est-ce que le droit utilisé par ces collectifs, c'est un droit qui est déjà là et qu'il s'agit simplement de réactiver ou de se ressaisir, ou est-ce qu'à l'inverse, il y a véritablement une création juridique à proprement parler, on crée du droit, on écrit du droit à partir de la situation vécue. Donc, ce travail de cartographie sur ces deux axes, hein, créativité juridique d'une part, est-ce que nous, citoyens, on est capable de créer du droit? Donc, ça nous raconte ça, hein. Et ça nous raconte aussi que ce droit, il peut se situer à différents spectres du rapport politique entre autonomie et institutionnalisation. Ce travail rend compte, en fait, selon moi, d'un vrai espace où les designers peuvent et les architectes peuvent aller enquêter, sur lesquels ils peuvent ouvrir les yeux, puisque en fait, ce que Bertil a fait, ce n'est pas simplement regarder, consulter
des textes du droit au sens le droit tel qu'on se l'imagine. Elle a été étudiée en anthropologue, un peu comme le ferait Nicolas Nova, dont j'ai parlé en introduction. Elle a été étudiée l'ensemble des gestes, des relations, des systèmes d'organisation, voire même des traces tangibles de ce droit dans les modes de vie des collectifs qui faisait partie en fait de cette créativité juridique en train de se faire. Et donc à ce titre, elle a intitulé, et c'est pas pour rien, son mémoire Enquête sur la plasticité du droit. Ça c'est important. Selon moi, ça signifie que le droit n'est pas qu'une question de juriste, mais une question plus largement anthropologique, c'est-à-dire que le droit le droit et les droits se matérialisent au quotidien dans notre vie et donc on peut s'atteler à considérer qu'en tant que designer, on a un effet sur cette question-là également. J'ai une erreur dans ma slide, c'est pas grave. Je m'arrête là pour l'instant, peut-être pour cette première partie. Donc, je voulais mettre en avant l'idée qu'en tant que designer, je dirais, deux courants. Un courant qui, au-delà même de la globalisation, est presque, je dirais, un courant de planétarisation. Et là, je fais référence aussi à l'ensemble des technologies numériques qui nous amènent vers un monde de plus en plus piloté par des grandes infrastructures et sur laquelle nous n'avons plus prise. Donc, dans un monde qui tend vers une forme de planétarisation ou à l'inverse, vers des formes de retrait sur soi et de retour au local. Dans ce moment-là, il me paraît important de se donner les moyens de s'outiller pour comprendre ces environnements sociotechniques et mieux les enquêter. C'est ce que j'ai travaillé ces dernières années avec en toile de fond la question des droits et de la manière dont nous pouvons faire advenir des droits à partir des situations. Donc ça a été ma lunette sur ces environnements. C'est ce que j'ai essayé de vous présenter en vous expliquant que cette question de l'attention au droit, elle est chez moi pas née de nulle part, mais elle est née d'une rencontre avec une dynamique culturelle et intellectuelle qui a eu lieu dans les années 2010 où cette notion de commun remettait très en avant la question de l'accès et de la création juridique pour préserver nos ressources. Et donc, à ce titre, moi, je garde cette question du droit comme un sujet qui n'est pas extérieur à la question aux questions que se pose un designer, mais est bien une question sur laquelle nous pouvons avoir prise et que le premier travail à faire, c'est de se rendre compte que le droit est une forme détectable et activable si tant est qu'on veut bien la voir. Donc, je m'arrête là pour cette première partie et peut-être vous avez des questions, des rebonds ou envie de prendre la parole. Merci. Euh, alors, c'est une très, très, très belle question. Ça a été tout l'exercice. La question que vous posez, ça a été tout l'exercice de la Biennale de 2017, hein, où il s'est agi de comprendre de quoi on parlait, comme on parlait de tiers-lieux. Et donc, dans cette Biennale, la première chose qu'on a fait, c'est de donner à voir que ce qu'on appelait tiers-lieu, ça recouvrait une réalité très, très plurielle. Et donc, à l'entrée de l'exposition, il y avait une très grande carte qui, un peu comme la carte de Bertil Sionot que je vous ai montrée avec les polarités politiques, qui posait un certain nombre d'espaces, mais ça, d'espaces et de situations, hein, puisque on ne décrivait pas nous, c'est l'ensemble des collectifs qui a travaillé à cette définition ou cette réflexion. On considérait que un café, une cuisine, une ZAD pouvait être un TALE, c'est-à-dire c'est un espace de sociabilité. C'est comme ça qu'on l'a pensé, qui s'est ensuite, la notion s'est ensuite institutionnalisée, en tout cas elle est rentrée dans le langage courant en accentuant peut-être dans le mot tiers-lieu la notion de lieu plutôt que la notion de tiers, et donc en créant des typologies de lieux. Mais pour pas perdre le fil, donc sur cette carte,
la carte, elle allait de la ZAD à l'espace de coworking, en passant par le café du coin, jusqu'à l'espace d'entrepreneuriat le plus institué. Donc, c'est une réalité, ça recouvre des réalités très larges. Peut-être pour répondre, je vous renverrai aussi au travail du sociologue Antoine Buret, qui a été une personne qui a beaucoup réfléchi sur la question des tiers-lieux avec pour prisme la question de la démocratie, hein, qui repart des réflexions d'Habermas, hein, sur la question de l'espace public en considérant que le tiers-lieu est peut-être ce qui suit la réflexion d'Habermas du point de vue de l'hypothèse démocratique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pourquoi vous posez cette question? Merci pour ce retour. Je pense que c'est nourrissant et je pense que la question que vous posez, je l'ai tous posée en voyant ce terme émerger et rentrer dans le langage courant. Ce qui a été au cœur de nos préoccupations, hein, c'est, puisque la Biennale à l'époque portait sur la question du travail, c'est de considérer que le tiers-lieu était un espace je vais dire un gros mot, mais dans capacitation de soins, c'est-à-dire c'est un espace de sociabilité où il se passe déjà quelque chose dans une époque où les lieux de sociabilité disparaissent, où il y a une forte privatisation, hein, c'est là qu'on peut relier à la question des communs, où l'espace public se réduit et la société devient de plus en plus marchandisée. Et donc c'est une tentative de reprise en main et potentiellement par les communs aussi, selon la lecture qu'on s'en est fait, hein, de ces questions. Se doivent, en tout cas, sont plus pertinentes. Je pense qu'on on peut relier cette idée à toute la réflexion sur la question de la connaissance située au sens de l'expérience. Quand vous avez l'expérience d'un territoire, la connaissance d'un territoire, vous développez une expertise en fait. Donc c'est le pari que par l'expérience, l'expertise, hein, quelle que soit la casquette de celles et ceux qui la portent, a une valeur. Vous travaillez sur l'eau pas spécialement. Dans le champ des communs, ces dernières années, alors peut-être vous savez absolument tout ce que je vais dire, mais tant pis. Dans le champ des communs, cette réflexion sur la gouvernance des milieux, et notamment l'eau, c'est une question qui est centrale. Elle a beaucoup bousculé notre manière de regarder le territoire, et notamment elle a remis en question la question du découpage administratif pour proposer une compréhension des milieux à partir de ces mêmes milieux. Donc, on parle, concernant la question de l'eau, on parle souvent de bassin versant, avec cette idée que, en fait, la question du soin de l'eau et des responsabilités vont de l'amont à l'aval du fleuve. Et il s'agit par différentes dynamiques ces dernières années. Peut-être vous avez connaissance du Parlement de Loire ou de l'Assemblée du Rhône. En fait, autour des grands fleuves en France, il y a des dynamiques qui se mettent en place pour repenser cette question du soin de l'eau avec bien sûr l'ensemble des entités, les agences de l'eau concernées, et avec aussi cette idée, j'en reviens au droit, de re-questionner les limites du droit de l'environnement pour réinventer des formes de droit qui soient plus opérantes et qui intègrent davantage les communautés habitantes. Et donc, par exemple, autour de la Loire, tout le travail de Parlement de Loire consiste à reconsidérer la question de la gouvernance à l'échelle du bassin versant et aussi de travailler avec des communautés habitantes de manière à ce qu'elles représentent le fleuve Loire comme une entité qui aurait ses propres intérêts. Je vais en
parler, si j'ai le temps, un peu tout à l'heure, mais il y a l'enjeu là de donner une voix dans le cas de la Loire au fleuve, même de la reconnaître en tant que personnalité juridique, donc de travailler par le droit pour revisiter la question des responsabilités et des obligations. Mais, oui, du coup, la subsidiarité, ça veut pas dire la subsidiarité, c'est pas un monopole. Hein. C'est un truc qui se pense à de grandes, dans des échelles articulées. Oui, c'est un principe. Voilà. Après, c'est de travailler sur les territoires. Sur comment le droit peut protéger les communs. Euh, alors c'est une vaste question. Euh, dans la question de la personne, il est cité la question des licences. Donc peut-être je peux repartir de là en racontant que les communs, c'est une histoire de réactivation juridique et toutes enfin, les cultures numériques ont été un moteur de réactivation de la notion de commun puisque avec avec le numérique, se sont formées des communautés d'usagers et de praticiens qui sont devenus des auteurs enfin, qui ont commencé à travailler le droit comme on travaille du code, à écrire du droit. Et à ce titre, par exemple, l'histoire des licences Creative Commons, c'est une belle histoire par le bas de groupes de juristes et de personnes qui ont décidé qu'on pouvait trouver des alternatives à des systèmes fermés qui bloquent la distribution de la connaissance, donc en l'occurrence le copyright. Et la licence Creative Commons, c'est l'idée de dire on va protéger les auteurs, on va créer un système normatif par un système de licence. Donc c'est un système déclaratif. Hein. On peut chacune et chacun apposer cette licence Creative Commons qui a été imaginée par des juristes qui l'ont rédigée, qui l'ont traduite dans différents pays. Donc la licence Creative Commons, elle est interopérable et elle vaut à l'échelle internationale. Et la licence Creative Commons, c'est un bel exemple de protection par un système de reconnaissance et de réciprocité où l'auteur peut déclarer les conditions de partage de son contenu avec différentes dimensions de la licence. Donc, derrière, et merci pour la question, c'est un peu mon propos, avant même d'être un outil de protection ou un moyen de protection, la culture des communs ramène dans la société l'idée qui peut paraître saugrenue qu'en fait on peut tous et toutes être force de proposition dans des formes de créativité juridique comme l'écriture d'une licence qui nous permettent en fait de partager différemment la connaissance, de la conserver différemment et par extension donc de s'organiser. On prenait l'exemple des fleuves, s'organiser collectivement pour prendre soin des milieux. Quand les groupes de travail, les groupes de citoyens travaillent sur des parlements de l'eau, parlement de Loire, parlement du Rhône, c'est exactement la même action qui se joue. Les groupes de citoyens se disent comment on peut mobiliser la question du droit comme un outil à notre disposition et auquel on a accès pour redonner des droits aux fleuves, pour empêcher les abus et les excès des pollueurs privés et autres. Et en fait, on est en train dans la société de reprendre conscience de cette possibilité-là, en fait. Et donc ça, c'est déjà un pouvoir, en fait, que nous apporte cette culture des communs, de prendre conscience qu'on a un outil qui n'est pas réservé aux juristes et sur lequel les juristes eux-mêmes ont un travail de réinvention à faire. Alors, sur la réciprocité, en fait, deux choses pour aller dans le sens de cette question des licences. Hein,
ce qui est intéressant dans les communs, c'est l'idée de se dire qu'on peut réinventer nos modalités d'échange, matérielles comme immatérielles, dans la continuité des logiques de don, d'ailleurs, hein, Marcel Mauss contre don, en travaillant à convenir ensemble de ce qui compte pour toi et de ce qui compte pour moi, et donc en travaillant sur cette question de la réciprocité. Les licences dont on parlait tout à l'heure, les premières ont été les Creative Commons, hein, qui étaient assez basiques, mais en fait, il y a tout un système il y a des licences qui ont été travaillées pour monter en complexité, hein. Les licences à réciprocité, ça existe. Ça permet notamment de protéger les savoirs et les communs, sans pour autant rester hors du marché, puisque les limites, par exemple, des licences Creative Commons, c'était d'être complètement non marchand et donc de ne pas correspondre à la réalité du monde dans lequel on vit, où quand on est auteur, il faut probablement bien manger et gagner de l'argent. Et donc, il y a dans les licences à réciprocité une adaptation à des systèmes d'échange monétaire, mais nivelé selon la personne que vous avez en face pour éviter les monopoles, pour éviter les hégémonies. Donc, les licences à réciprocité, c'est un bon exemple. Après, sur ta question de la réciprocité, ce que je trouve intéressant à se poser comme question aujourd'hui avec les communs, c'est euh, ce, les communs posent de fait comme principe cette idée d'une réciprocité avec la distribution de droits et d'obligations, hein. C'est ce qu'on a vu quand j'ai parlé du faisceau de droits d'Elinor Ostrom. C'est là-dessus vraiment que marchent les communs. Leurs limites, peut-être aujourd'hui, en tout cas, la question qu'on pourrait se poser moi j'ai discuté il y a pas plus tard que 2 jours, quand on prend un peu de recul et qu'on se pose la question de l'habitabilité terrestre, des inégalités mondiales, des rapports nord-sud, etc. Est-ce que cette pensée par la réciprocité, elle est toujours valable ou toujours opérante? Est-ce qu'il faut toujours attendre une contrepartie en fait de l'autre pour opérer quelque chose? C'est la question de la dette, par exemple. Voilà, est-ce qu'il faut nécessairement rembourser ses dettes? Donc bon, je monte un peu en généralité, mais cette question des communs qui marche sur le binôme droit-responsabilité, il est intéressant. Il peut être aussi questionné par rapport à des enjeux qui deviennent peut-être supérieurs, et notamment cette question de l'habitabilité, du coup des rapports nord-sud du point de vue écologique. Pour ces dernières 10 minutes, euh, je vais aborder une dimension concrète. Je voulais juste peut-être avant, je vais faire une synthèse des parties suivantes, mais euh, ce que j'ai voulu vous dire dans cet échange, c'est qu'en tant que designer architecte, on peut regarder des choses qui a priori ne nous concernent pas tout à fait. Le droit me paraît un sujet intéressant parce que il revisite en fait la question de nos relations, hein, avec la réciprocité. Est-ce qu'il faut nécessairement une réciprocité pour avoir des droits? Ça, c'est une question qui est intéressante. Et plus largement, cette question du droit, je la trouve particulièrement importante à un moment où précisément le droit est attaqué, quoi, où la notion d'efficacité du droit ou de légitimité du droit. Évidemment, je pense à des figures comme Donald Trump sur des questions environnementales, où finalement le droit international ou le droit de l'environnement n'est plus la règle et on peut mettre à mal l'habitabilité de notre terre. Selon de toute autre logique. Donc, ça me paraissait important de se redire que le droit, c'est bien ce qui nous reste pour tenir ensemble et qu'à ce titre, ça nous donne un argument de plus pour se sentir concerné par cette question. Et donc, je vais passer un peu vite ça et je vais aller là.
Et donc, en tant que designer, ce droit, on peut l'enquêter et on peut essayer de le faire exister dans nos réalités. Nous, ce qu'on essaye de faire avec la coopérative des milieux dont je vous ai parlé au début. Donc, la coopérative des milieux, c'est un groupe de 7 personnes pluridisciplinaires. Il y a des ingénieurs, des gens qui viennent du journalisme. Et ce qui nous intéresse, c'est justement de reprendre prise, de se réapproprier des questions difficiles comme celle de l'habitabilité de la planète. Et nous, on s'est particulièrement intéressé à la question de l'énergie en se disant, bah, l'énergie, c'est vraiment un sujet qui nous échappe parce que c'est un sujet d'experts, hein, c'est un sujet compliqué. Et en plus, c'est un sujet sur lequel il y a une espèce d'autorité de fait au regard des pressions géopolitiques, des nécessités d'approvisionnement, etc. Donc, on a l'impression en tant que citoyen qu'on est de moins en moins capable de répondre ou d'être en capacité à penser cette question et à part payer sa facture EDF, on a du mal à être voilà, à avoir la main là-dessus. Et, euh, et pourtant, et pourtant, il se passe des choses dans le domaine de l'énergie qui nous a paru intéressant. Euh, En 2019, il y a eu pas mal de transformations du point de vue du droit européen, puisque du fait du lobbying de plusieurs groupes, notamment en Allemagne, de coopératives citoyennes qui œuvraient pour la transition énergétique, il y a eu un effort de la Commission européenne à repenser la question de la gouvernance de l'énergie et à permettre à un plus grand nombre d'acteurs d'avoir une place dans la gouvernance de l'énergie. Et donc, en 2019, en Europe, il se passe un truc important qui est la reconnaissance par la Commission européenne de la notion de communauté énergétique. C'est-à-dire que des communautés des coopératives d'énergie renouvelable ou des coopératives d'énergie citoyenne, qui sont des entités juridiques citoyennes un peu spécifiques, peuvent prendre part au système de production, distribution, tarification de l'énergie, et ainsi il y a plus d'acteurs autour de la table. Et cet événement-là donc, a été traduit dans le droit français, hein, puisque tout ce qui concerne l'énergie à l'échelle européenne est ensuite traduit dans le Code de l'énergie en France. Donc aujourd'hui en France, les communautés énergétiques, elles sont reconnues dans le droit de l'énergie. Et nous, on a trouvé ça intéressant, cette notion de communauté énergétique, précisément parce que dans le droit, ça nous paraissait une notion assez floue. Communauté, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et donc, on s'est dit, bah, ça c'est une chance, le droit raconte que des communautés d'énergie peuvent exister. Elle les définit en disant bah, ces communautés d'énergie, c'est les coopératives d'énergie renouvelable et c'est les coopératives d'énergie citoyenne. Et nous, on s'est dit, ah ben, on va en inventer d'autres. Et donc là, on prend les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire on profite d'une définition assez floue de la notion de communauté pour se dire, ah, il y a un travail à faire citoyen pour qu'un ensemble d'entités juridiques, des associations, des collectifs, des entreprises, en fait, réfléchissent à cette notion de communauté énergétique et peut-être s'y inscrivent. Donc, on fait un travail avec des acteurs de terrain, dans des villages, dans des villes, euh, des acteurs qui ont déjà une action sur l'énergie. On fait un travail où on participe de la diffusion de leurs travaux et on participe de la création d'alliances avec d'autres collectifs pour que ces entités se reconnaissent comme des communautés énergétiques ou en tout cas saisissent cette opportunité d'une reconnaissance dans le droit pour prendre part davantage au débat. Et donc, je peux vous donner un exemple concret. À Nantes, par exemple, vous avez une association qui s'appelle Énergie de Nantes, qui est née d'une dynamique municipale Nantes en commun. Cette association, c'est un groupe d'habitants qui d'abord a décidé de lutter contre la précarité énergétique et qui a décidé de produire et de distribuer
elle-même l'énergie. Et après un travail important, cette association a reçu un agrément de l'État lui donnant droit à produire et distribuer son énergie. Donc, Énergie de Nantes, c'est la première association en France, donc qui n'est pas une entreprise, qui n'est pas une coopérative, qui produit et distribue de l'énergie et qui, du coup, opère un travail de démarchandisation de cette énergie en travaillant sur un système de tarification solidaire. C'est-à-dire, en fait, on fait payer selon les possibilités des personnes. Ça, c'est un grand débat aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas payer leur facture. Donc, il y a un système de solidarité à cet endroit. Donc, cette dynamique de ce collectif, c'est la reprise en main des moyens de production de l'énergie. Ça passe aussi par la réappropriation d'infrastructures techniques. Donc, il y a des réhabilitations d'infrastructures anciennes, notamment des moulins. Et il y a tout un travail de maintenance et il y a un travail de euh, en fait d'autonomisation de cette entité en tant que capable de produire et distribuer l'énergie et donc de se la réapproprier. Donc ça, c'est un exemple d'acteur qui nous semble intéressant parce qu'il incarne cette idée d'une réappropriation sociotechnique de moyens de production articulée avec une réflexion plus large sur la reconnaissance à l'échelle nationale et européenne de ces communs. Donc quelque part, ça fait écho à ce que je racontais, par exemple, sur l'Italie avec la question de l'eau. On a de plus en plus la possibilité de réfléchir sur ces dimensions de création institutionnelle à partir d'acteurs que l'on peut engager. Comment conclure? Conclure en vous disant que le peut-être en finissant sur c'est ce que je voulais amener avant, qui est la question de comment saisir le droit et comment le refonder. Donc, je l'ai essayé de le montrer. On peut regarder avec ses lunettes nos environnements. On peut aussi on peut aussi se ressaisir sérieusement de la question parce on a besoin de droit et on a besoin de croire au droit. Euh, et on peut, je trouve intéressant la réflexion, vous qui travaillez sur la question enfin, je m'adresse notamment aux étudiants qui travaillent sur la question des transitions, mais de regarder les évolutions à venir sur la question du droit au sortir de l'après-guerre face à l'inhumanité de ce qui avait eu lieu. Euh, il y a eu un grand moment de création de droit. Voilà, c'est Nuremberg. Et on a mis comme valeur absolue pour nos sociétés la question de la dignité humaine. Et donc, on est baigné depuis l'après-guerre de cet humanisme qui est une valeur cardinale dans le droit et qui traverse aussi toutes les discussions qu'on a pu avoir ou tout le droit tel que j'ai pu le raconter là. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que je vous invite à regarder attentivement, c'est une ouverture, c'est un renversement de cet humanisme et cette question de la dignité humaine qui était notre valeur fondamentale et centrale pour toutes et tous. De plus en plus de philosophes et de juristes proposent un basculement en disant qu'il faut travailler le droit autour d'une une nouvelle valeur cardinale qui est la valeur de l'habitabilité. Et il y a un travail, notamment, regardez Baptiste Morisot, etc., dans le droit, sur la question d'une transformation du droit de l'environnement vers la reconnaissance de la notion d'habitabilité comme une notion qui serait même supérieure à la notion de dignité humaine et qui conditionne aussi la dignité humaine et dont nous avons besoin pour arriver à travailler de nouvelles trajectoires. Et donc, je vous laisse peut-être avec ça, avec cette idée que le droit et ses fondements philosophiques sont en train de changer et que de la même manière qu'à l'après-guerre, on a été
On a connu un moment qui a marqué pour longtemps nos valeurs cardinales et qui ont permis de faire société. On est dans ce tournant-là où si l'on veut se donner les moyens de traverser ce qui nous arrive, il faut refonder le droit autour de cette notion d'habitabilité en incluant l'ensemble des vivants. Et ça, c'est une réflexion voilà, intéressante pour demain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On se retrouve du coup le 3 février pour Design et commun négatif avec Alexandre Monin. Merci encore, Sylvia.